L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Communication Sunrose. Communication Sunrose, c'est un courtier en paiement et en points de service qui vous permet d'économiser et d'avoir une solution adaptée à vos besoins. C'est également en présentation par EL Concept. Éric, c'est quoi EL Concept? EL Concept, c'est plus que des plans. C'est un accompagnement spécialisé et adapté à tous nos clients. Parfait. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Martin. Martin qui est... Je suis courtier hypothécaire. Courtier hypothécaire. Excuse-moi, j'ai de la misère à dire. Sous la bannière Planiprêt. Good, parfait. Excuse-moi, pourquoi j'allais dire immobilier? C'est tout le temps... Vu que je connais plus ça, on dirait que ça me vient tout le temps en tête. Donc, Non, je ne serais pas courtier immobilier. Courtier hypothécaire, J'aime bien ma chaise. Qu'est-ce que ça fait? Ça aide. C'est gratuit. Puis ça aide tout le monde à naviguer dans le monde financier où les banques ne sont pas toujours claires, où les gens n'ont pas toujours les connaissances pour savoir exactement quoi faire puis comment faire pour financer une maison, refinancer, gérer tout le passif. On parle beaucoup ces temps-ci de tout l'investissement, de l'importance de l'actif dans ta vie, mais personne ne parle du passif. Tout le monde a des dettes. Tout le monde a besoin de s'y adresser. Puis c'est normal d'avoir des dettes. Il faut juste les gérer comme il faut pour que ça nous coûte le moins cher possible puis que les banques n'en profitent pas trop. T'sais. Je comprends. Puis, fait que là, essentiellement, courtier hypothécaire, tu aides les gens à acquérir des maisons, à faire des achats, à faire des refinancements, à faire des stratégies fiscales pour sauver des sous sur l'intérêt qu'on fait, à bâtir des parcs immobiliers, tout ce qui va concerner le financement de l'immobilier en général. Puis ça, tu fais ça depuis combien de temps? Je fais ça depuis 5 ans. OK. Je me doute que ça n'a pas été ta seule vie. Je suis pas né il y a 5 ans, non. C'est un peu la pandémie qui m'a apporté là. Je vais revenir un peu en arrière, où moi, de formation, je suis designer. J'ai une entreprise qui fabriquait des vêtements et des sacs de cuir. OK. Ça s'appelait comment? Pardon? Ça s'appelait Atelier Martin Dost, ça portait mon nom. OK. Je vous laisse tous googler, là. Vous allez découvrir tous les détails de ça sur Internet. De formation, je suis designer. J'avais lancé ça en 2010. Ça allait bien. C'est une industrie qui demande énormément de travail. Puis, avec le coût de la pandémie, d'avoir une grande maison, des enfants, quand la pandémie a sonné et que mes entrepôts étaient pleins de stock, il fallait que je trouve une autre solution. Wow. Puis, à ce moment-là, c'était la mère de ma blonde qui avait une pratique de courtage hypothécaire, qui était sur le point de prendre sa retraite, qui m'a dit, avec un verre de vin un peu trop arrosé en fin d'été sur une terrasse, viens donc travailler avec nous autres, avec le fun. Je me suis dit, ben écoute, why not? J'ai rien à faire, tout est fermé, je vais l'essayer. Puis 5 ans plus tard, on est là. Je l'ai complètement racheté, puis ça va super bien dans des nouvelles chaussures. Wow. Vas-y, je pensais que tu allais dire quelque chose, Eric. Oui, j'allais dire quelque chose qu'on va couper au montage. Mon verre est là-bas. Ah! On mettra ça dans les bloopers. C'est bon, ça. Go on. OK. Tu peux y aller, vas-y. OK, cool. Ben, je sais que tu as eu un parcours quand même assez intéressant. Puis, tu sais, on veut quand même se concentrer sur ton expertise, sur le courtage. Mais je pense qu'on pourrait faire un bref segment sur ton parcours. Ce que moi, je trouve passionnant. Parce que tu n'as pas commencé ici. Là. Bien, personne aujourd'hui a juste une vie. Hein? Quand on parle à tous les entrepreneurs, ça part de gauche, ça finit à droite. C'est quoi la statistique de tout le monde? À peu près 3 métiers par vie? 3-4 métiers maintenant? Bon, ben, je pense qu'Eric, ça s'applique pas, mais moi, Non, moi, ça Ben, il y en a quelques chanceux qui sont partis s'en lancer au départ. Là. Ah ouais. Ils ont sûrement plus d'actifs que tous nous autres, ces gens-là, d'ailleurs. Mais c'est fou pareil de penser, tu sais, ces deux domaines qui sont vraiment loin, c'est la finance puis, mettons, le design. C'est super intéressant de voir que tu es parti dans quelque chose que quand même, enlève la pandémie, tu as quand même eu un gros succès avec ça. Tu étais rendu à distribuer un peu partout. Oui, non, ça marchait bien. J'ai travaillé fort, j'étais chanceux aussi, je pense. Est-ce que tu as pensé même, ça j'ai compris que la pandémie t'a forcé un peu à annuler tes commandes, tout ça?
Ben, ça s'est fait un peu en 2 stages. J'avais fermé l'atelier de Montréal en 2019. J'étais déménagé dans les cantons de l'Est où j'avais bougé tout l'atelier dans un garage attenant à la maison. Okay, tu produisais pas en Chine? Non, tout était produit. De la matière brute entrait dans l'atelier, sortant en produit fini. Tout était fait, designé, fabriqué ici. Pas le cuir, évidemment, parce que ça se fait pas ici, là. Mais c'est ça. En premier stage, ça s'est transporté. On a réduit un peu. Je faisais faire de production ailleurs. Et puis, quand la pandémie est arrivée, ben là, j'avais déjà plus d'employés, plus de local commercial. Donc là, la décision d'un peu tirer à plug pour me concentrer vers autre chose était plus facile à faire à ce moment-là. Non, c'est clair. Le jour où la pandémie a frappé, puis je sais qu'on en a parlé un petit peu avant l'entrevue, comme quoi c'était la journée ou dans les journées où est-ce que le monde font les grosses commandes, tout ça. Ben, c'était vraiment le mauvais timing. C'est pour tous les articles mode, tu gères ça par collection. Toutes les collections d'été sont livrées le 15 mars. En tout cas, dans ma business, ils partaient le 15 mars, mais ça se livre à peu près dans ces eaux-là. Puis, c'est pas mal cette date-là, le 15 mars, que l'annonce de Legault, je pense que c'était vers midi, 1h dans ce coin-là, là, est lancée. Puis, je me rappelle, j'étais dans l'atelier. J'étais en train d'emballer des commandes pour préparer toutes mes livraisons qui partaient dans les jours qui suivent. Puis c'est ma belle-sœur qui m'a appelé pour me dire OK, là, tout ferme. Puis là, c'est drôle. Je ne sais pas si on est capable de se transporter à ce moment-là. Tout le monde paniquait, hein? Là, les gens pensaient que l'armée allait débarquer, fermer le pont Jacques-Cartier, que ça serait plus possible de se promener de région en région. C'était vraiment la panique, là. Fait qu'eux autres m'appelaient. C'est eux qui m'annoncent que tout va fermer, que là, les rassemblements, c'est plus possible, les concerts sont fermés, que tous les commerces y allaient fermer. Comme on est en train de pacter les petits, puis là, j'entendais cling, 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 cling. Ils ont tous pacté, ils sont venus vivre avec nous autres pendant toute la pandémie pour qu'au moins on soit en gang pour gérer tous les enfants, qu'on puisse comme chacun quand même continuer à travailler. Fait que c'était vraiment la folie. Mais bref, pour ramener ça à la mode, toutes mes livraisons ont été annulées. Moi, mon business, c'était de la vente au gros, puis des grandes foires commerciales. Mais tous ces événements-là, j'en avais 3 par année, ont été annulés. Puis, toutes les boutiques sont fermées. C'est tous ces petits commerces-là, les petites boutiques indépendantes, les petits restaurants, ils ont mangé à la claque. Il y en a plein qui n'ont juste jamais réouvert. Fait que je me suis retrouvé un peu le cul dans l'eau avec tout mon actif gelé en inventaire. Puis toi, à ce jour, mettons le jour où tout ça arrive, puis on s'entend, ça doit être les plus grosses claques que tu peux te manger. Là. Tu t'es-tu dit que l'entrepreneuriat, pour toi, après ça, ça serait fini, ou tu pensais avoir... tu t'es-tu dit, mettons, un jour, je vais travailler pour quelqu'un, ou tu voulais encore travailler pour toi-même, puis être toi-même responsable de Non. Dans ce domaine-là, j'ai jamais... Je pense que je suis né un entrepreneur. Je suis un peu niaiseux de même. Je pense qu'il faut être un peu innocent, puis un peu... il faut être un peu jovial, puis un peu pas se badrer du négatif, puis dire c'est pas grave, puis on y va. Puis C'est comme une maladie. Hein? Ben, c'est un peu comme une maladie, puis il n'y a pas vraiment de remède. En tout cas, il n'y a personne qui l'a trouvé à date. Parce que je veux dire, t'en as sûrement qui vont écouter ça, puis qui vont justement vivre une situation comme ça, où ils vont être face à un mur qui semble infranchissable. Puis toi, t'as décidé de partir dans une branche complètement différente, mais ouais, mais dit, je vais tout sacrer ça là, puis je vais aller me trouver une job de base. Puis... une notion, je pense, qui est importante pour un entrepreneur, qui est importante à avoir, c'est d'être capable de sentir les opportunités. Puis c'est un peu ça qui est arrivé. Tu sais, là, quand on regarde ça froidement, là, on a changé complètement de domaine. Maintenant, tu as du succès ailleurs. Ça s'est pas fait comme ça. Je l'aurais pas fait si j'avais pas eu l'opportunité qui s'est présentée devant moi. J'avais quelqu'un de très, très près de moi qui a réussi, en fait, pas qui a réussi, là, mais qui m'a pris sous son aile puis qui m'a transporté à travers cette nouvelle carrière-là sur un grand tapis doré, en me présentant toutes les personnes clés nécessaires, en me donnant tous les secrets qui existent. Je l'aurais pas fait tout seul. J'aurais pas choisi de repartir à zéro si j'avais pas eu cette opportunité-là qui s'était présentée devant moi. Ça a vraiment tout changé, puis ça a adouci beaucoup ce moment-là dans ma vie. Mais je le dois beaucoup à cette personne-là qui était là juste au bon moment où ça a passé. Puis j'ai su reconnaître que c'était une opportunité qui allait être payante pour sauver un peu la mise de la situation à ce moment-là. C'est vrai que pour la majorité des entrepreneurs que je rencontre,
le lancement dans une aventure comme ça, c'est pas beaucoup relié aux compétences ou à l'expertise, mais c'est surtout une question de timing, d'opportunité, puis de guts de se lancer au bon moment dans cet investissement-là en temps, parce que, honnêtement, même chose pour moi, j'ai eu une opportunité, je l'ai prise, mais si je l'avais pas prise, je serais encore... Ben, c'est des compétences, mais c'est des compétences intangibles. C'est pas nécessairement la formation, c'est pas... Tu sais, être capable de sentir l'opportunité ou d'avoir la bonne connexion avec les bonnes personnes au bon moment. Il n'y a personne qui peut faire un diplôme là-dedans, qui peut acquérir ça. Et tu réussis à développer ces compétences-là ou pas. C'est là où, une fois que tu as développé ça dans le monde des affaires, transporté d'une industrie à une autre, tu fais un peu la même chose avec un discours différent et un produit différent. C'est drôle de t'entendre dire ça parce que tu es dans des domaines qui sont complètement à l'opposé. Le domaine de la mode puis le courtage hypothécaire, c'est pas la même game du tout. Là, tu trouves des relations. Puis tu trouves c'est pas la même game, mais même en mode, ce que j'aimais beaucoup, c'est tout le côté business, gestion derrière. Fait que, ça reste beaucoup aussi, mais tu sais, en mode, on créait des produits, on allait chercher de la joie chez les gens, on amenait du bonheur, on était content de trouver quelque chose. Puis, tu sais, là, dans ce que je fais, le fun que j'ai, c'est d'être capable d'aider les gens, d'être capable de les alléger dans leur choix, puis de les accompagner dans quelque chose qui les stresse au bout. Tu sais, c'est pas pareil, mais on reste avec le même caring pour les gens là, qui se transportent, mais avec des compétences un peu différentes derrière. Tu as parlé tantôt de ta personne qui a été comme une personne clé dans ton parcours vers le courtage. Ouais. Est-ce que, tu parles aussi de beaucoup d'aider des gens, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais transmettre toi aussi éventuellement? Prendre quelqu'un sur ton aile puis l'amener dans ton domaine? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider. Je trouve ça gratifiant, puis je trouve que ça nous donne de la valeur en tant qu'être humain. Pour l'instant, je ne prendrai pas quelqu'un sous mon aile comme ça, mais j'espère à l'époque au moment où je vais peut-être transférer cette business-là à quelqu'un, où je vais la vendre, d'être capable de faire la même chose. Ça me plairait. Oui. Tu penses-tu à changer de domaine? non, ça va aller, j'aime bien ce que je fais. Mais je pense qu'on fait ça va pas mal le tour de ton passé. J'ai beaucoup de mots de questions par rapport à ce que tu fais. Parce que pour moi, le domaine du courtage hypothécaire, c'est plus inconnu, je te dirais. On dirait que j'ai beaucoup été instruit par mes parents de tu fais affaire avec ta banque toute ta vie, tu appelles ta banque, tu appelles ton conseiller à banque qui change aux 2 semaines. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, j'ai beaucoup de questions à travers tout ça. Premièrement, là, ça, c'est. Est-ce que tu dirais que ce que vous faites en tant que courtier, c'est, je vais dire, populaire au Québec? C'est très méconnu. Il y a certaines figures qui roulent beaucoup sur Internet qui aident à faire connaître tout ça. Ça nous aide tous, mais c'est super méconnu. Souvent, ça marche par référence. Il y a quelqu'un qui dit « Hey, appelle pas ta banque, appelle tel gars, voir qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. » Puis ces gens-là, ils n'en reviennent pas au final. Puis ça coûte rien. Qu'est-ce que tu veux dire par ça coûte rien? Je veux dire, moi, je suis de la misère à comprendre. Tu ne travailles pas pour gratuitement? Non. Ben non. Ben non, mes enfants ne mangent pas gratuitement. Ma maison se paye pas tout seul. Ben, c'est la banque qui me paye au final. OK. Puis est-ce que la banque le refait au dans tout business, tu as des canaux de vente un peu partout. Ouais. La banque, ils ont un canal de vente qui est leur succursale, leur agent de vente à l'intérieur. Leur conseiller que t'appelles. C'est ça, exactement. Ils vont te gérer, comme les gens qui deal directement avec la banque, c'est ça. Il y a des banques qui ont des genres de courtiers mobiles, des conseillers mobiles qui vont essayer d'acquérir de la clientèle puis la rapporter à leur banque. Ils sont payés par la banque. Puis il y a des courtiers, mais c'est des canaux de vente différents. Puis le coût d'acquisition pour tous ces canaux-là, finissent par à peu près se ressembler, je pense. C'est une banque qui veut m'en parler, il m'appelle. Mais à la place de payer des employés à l'interne pour gérer tout ça, ben moi, je vais gérer tout ça à l'externe. Puis quand je vais présenter le dossier à la banque, tout va être déjà fait. Ils ont juste à l'accepter puis à envoyer ça chez le notaire. Ben, à ce moment-là, c'est la banque qui va me payer une commission sur le prêt que je vais passer. OK, fait que c'est faux, le genre d'idée comme quoi, même si tu y charges rien au client, la banque va charger plus cher au client nécessairement. Bien, ce serait pas légal. OK, c'est
On n'a pas le droit de revendre un produit d'intérêt comme ça. OK, fait que c'est vraiment gratuit. C'est vraiment gratuit. Puis, je pense qu'au niveau des courtiers, puis de la revente ou du conseil, on a tous eu une expérience avec des assurances de dommages de voitures où on appelle des courtiers, puis là, finalement, on appelle une grande bannière directement, puis on finit par avoir un prix qui est beaucoup moindre. Les gens sont comme restés avec un peu cet arrière-goût-là avec le courtage. Mais pour l'hypothèque, là, rien pour les courtiers en assurance, là, je nommais un truc comme ça, ceux qui font bien leur job. Ça devrait être français. J'ai pas le droit de te revendre quelque chose. Fait que nous, on deal directement avec la tête des banques. Puis, on a les taux de base qui sont utilisés à travers tous les canaux. Puis, c'est ça le taux. J'aurais pas le droit, moi, de prendre un taux à 4,2 puis de te dire, ben écoute, Simon, moi, je vais te vendre ça 4,3. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On se ferait enlever notre permis tout de suite. Vous êtes régulé, hein? Ben, c'est l'Autorité des marchés financiers qui nous régule comme tout produit financier puis toute personne qui joue avec l'argent des gens. Okay. On est très régulé. Puis, toi, excuse-moi, Eric. Non, vas-y, t'es parti, je te laisse aller. Mais, toi, est-ce que là-dedans, je pense que je veux juste être clair pour ceux qui écoutent, tu représentes les clients et non la banque? Je représente tout le monde et personne en même temps. Moi, j'ai pas de boss. Pas précis, ça, cette réponse-là. Je trouve ça très clair. J'ai pas de boss. Je dois rien aux banques. J'ai pas de contrat avec aucune banque. J'ai toutes les banques traditionnelles, les prêteurs alternatifs, les prêteurs privés. J'ai pas de lien avec aucun de ces gens-là. OK. J'ai pas de contrat signé. Il n'y a personne qui me donne des voyages. Ça fonctionne pas comme ça. Donc, tu as accès à... J'ai accès à tout le monde. Puis moi, la seule chose que je veux, c'est ton bonheur. Tu représentes en tant que tel le client? Bien, le client, j'ai pas à répondre à aucune promotion, à aucun target de vente. La seule chose à laquelle j'ai à répondre, c'est à tes besoins. Okay. C'est à te présenter la meilleure chose pour toi, ce qui va être le plus bénéfique dans ta situation, puis te guider là-dessus. C'est un peu ça la différence avec dealer directement avec ta banque. Pas que c'est pas des bonnes personnes puis qu'ils veulent t'en passer une, mais c'est pas nécessairement leur rôle d'apporter du conseil à ce point-là puis à ce niveau-là. C'est pas leur rôle de regarder tous tes passifs puis de commencer à te conseiller à comment tu devrais structurer tous tes passifs pour que ça te coûte le moins cher possible. C'est pas eux autres non plus qui vont s'asseoir pendant l'après-midi de temps pour t'expliquer le contexte économique puis les dangers qui s'en viennent puis qu'est-ce qu'il faudrait regarder. Puis comment on pourrait manipuler ton hypothèque ou placer tes affaires comme il faut pour être certain que tu ne te retrouves pas dans l'eau chaude puis renouveler dans un moment où ça risque d'être problématique ou à prendre du variable parce que tu ne le sais pas dans une période qui va exploser dans 2 secondes. J'ai joué au courtier comme n'importe qui au début, là, mon première hypothèque. Ah, t'es un beau-frère, toi? Oui, j'ai déjà été un beau-frère. Je me suis rendu compte rapidement que la personne, mon représentant à la banque, il pouvait bien me dire ce qu'il voulait. Je comprenais à rien de ce qu'il me disait. Bien, c'est un peu ça. Tu sais, les banques, c'est un peu comme le gouvernement, c'est un peu comme les religions. Les gens voient ça comme des géants qui détiennent la vérité devant toi. Puis il faut un peu savoir comment naviguer puis reconnaître la bonne information de la mauvaise là-dedans. On peut pas tout savoir, là. Il y en a qui le pensent, là, mais non, on peut pas tout savoir. C'est souvent ce qui se passe. Hein? On est généralement notre pire ennemi parce que, comme l'intelligence artificielle, on ne sait pas qu'on se trompe. Hein? Bien, c'est ça. L'intelligence artificielle non plus, faites attention. Là. La testez-vous dans votre domaine? Moi, je la teste un peu. À date, c'est pas concluant. Puis je remarque beaucoup dans ma clientèle des gens qui l'essayent. Puis je fais, on part de loin, mais c'est dangereux parce que l'intelligence artificielle, comme je disais tantôt, elle ne sait pas qu'elle se trompe. Puis toi, tu prends ça pour du cash parce que tu dis c'est intelligence artificielle, c'est supposé être intelligent. Ils sont capables de lire toutes les données qui existent. Exact. Mais c'est justement ça le problème. C'est qu'il lit tout, mais il n'interprète rien. Hein. Ben moi, je vois ça comme un cheval. OK. Ça a des petites œillères comme ça, l'intelligence artificielle. Ça regarde en focus une donnée qu'elle a trouvée. Ça ne voit pas les angles morts, puis ça ne va pas chercher la nuance dans toutes les données. Dangereux. Oui. Puis ça se promène, puis ce qui reste en arrière, c'est normalement moins le fun. Quelqu'un qui a écrit c'est quoi le meilleur taux que je peux avoir à ChatGPT?
Je suis content que tu parles de ça. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. T'sais, on a tout Google, puis on va tout chercher un peu notre information de base avant de faire quelque chose. Si vous allez sur Google, si vous cherchez le meilleur taux hypothécaire pour un 5 ans fixe en ce moment, vous allez avoir un taux là, qui est super bas. Et tu vas te demander pourquoi ce taux-là est comme ça par rapport à ce que moi je te donne. Les taux sont modulés selon beaucoup de facteurs. Puis, je nommerai personne, mais il y a certaines firmes qui vont afficher des taux, un peu comme un clickbait, qui sont disponibles, c'est pas de la fraude, mais qui sont disponibles dans un prêt assuré de 1 million et plus, avec une cote de crédit de 850 et plus, avec des critères qui, dans le fond, sont super niches, à qui ce taux-là va s'appliquer à 1% des gens qui vont regarder. Là. Et ça, tu rentres là, puis vous ferez le test. Vous rentrez dans ces trucs-là pour avoir plus d'informations sur ce taux-là. Là, il faut remplir une fiche, puis donner de l'information pour après ça arriver à la fiche de calculateur qui nous demande 2-3 informations. Puis finalement, le taux que vous avez, c'est pas nécessairement le taux que vous avez vu sur Google en premier lieu. Fait qu'il faut faire attention à l'information que vous voyez au départ. Là. Si vous vous demandez... Il n'y a pas longtemps, justement, moi j'ai fait mon renouvellement hypothécaire. Puis... Ça sonne dangereux. Non, mais j'ai pas testé ce que tu as dit, mais ce que je veux dire, c'est en faisant mon renouvellement, j'ai réalisé que c'est beaucoup plus large que le taux. Je vois souvent du monde qui, mettons, ils vont écrire sur les réseaux, je cherche un taux, le meilleur taux que je peux avoir pour mon duplex ou quoi que ce soit, puis t'es comme, c'est parce que c'est beaucoup plus large que juste ça. Si tu cherches un taux, il y a des devoirs à faire avant de m'appeler, mettons. Quelqu'un qui fait juste chercher un taux n'a pas besoin de moi, puis c'est pas nécessairement une clientèle qui m'intéresse. Le taux, c'est vraiment pas tout. Là. Tu peux avoir un taux super bas qui, au final, va coûter beaucoup plus cher qu'un taux un petit peu plus élevé, mais avec des meilleures conditions. Et prends une Toyota Echo puis une Mercedes. Ces deux chars, ils vont t'amener à la même place. Il y en a un qui va te coûter plus cher, puis l'autre qui va rien te coûter. Est-ce que l'expérience va être meilleure d'un côté puis de l'autre? Sûrement selon tes besoins. Là. C'est la même chose dans le domaine financier. C'est sûr que faire une route de 4-5 heures, pas mal plus le fun en Mercedes. Je rentre même pas dans la... C'est ça. Tu rentres pas dans la... Elle n'existe plus, la Echo. Je trouve bien. Admettons que tu as toujours fait un revenu de 500 000 et plus, puis que là, tu viens de te faire opérer au dos, puis tu as de la misère à te faire brasser un petit peu. Il faut que tu te rendes en Floride en voiture. Peut-être que la Mercedes va te rendre en Floride avec des capacités de marché, puis là, peut-être pas, tu sais. Une drôle d'analogie, là, mais... C'est une bonne comparaison. C'est ça, ça dépend d'un paquet d'affaires. On commence dans le bureau, du moins ici, à parler de conforme cheap. C'est une expression que je trouve incroyable. Oui, ça fait la job, mais des fois, juste le minimum de la job, c'est pas optimal. C'est dangereux, même. Je passe toujours d'une vieille expression de ma mère qui me disait tout le temps « Buy cheap, buy twice ». Achète quelque chose de cheap, tu vas l'acheter 2 fois. Puis 2 fois, c'est plus cher qu'une fois comme du monde. T'as tout à fait raison. Fait que c'est ça. C'est clair. Puis tu sais, là, moi, je suis un peu curieux, puis je vais te poser des questions qui me viennent en tête rapidement en tant que plus jeune. C'est pas d'offense envers mon co-animateur. Il y en avait c'est pas parce que t'as pas de poils blancs. Mais, tu sais, on parle beaucoup, dernièrement, dans les médias, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, tu sais, ils parlent beaucoup de l'immobilier et tout ça, de l'accès à la propriété pour les jeunes. Tu sais, je disais, moi, j'ai été chanceux. Ma mère, j'ai acheté une génération, ma mère a une partie de la mise de fonds, ça a été vraiment plus facile, puis j'ai acheté juste avant la COVID. Ouais. Tu sais, je vois, mettons, mes enfants, puis tout ça, sans mère, puis je me dis, de nos jours, c'est-tu encore achetable? C'est-tu encore possible pour une génération qui arrive là de s'acheter quelque chose? Oui, c'est encore possible. C'est un peu plus difficile qu'à l'époque où nous, on a acheté notre première maison. Ça prend plus de cash. Je pense qu'une donnée qui rend ça plus difficile, c'est que avec les réseaux sociaux, on voit énormément de lifestyle, de trucs cool, de jeunes de créateurs de contenu qui s'achètent des grosses maisons et tout ça.
quand tu achètes ta première maison, que tu es tout seul, que tu n'as pas d'aide des parents, que tu as 5 pour la financer, t'acheter une maison unifamiliale tout de suite, oui, c'est beaucoup plus difficile que ça l'était. La chose la plus facile à faire que je conseille à tout le monde, c'est que prenez l'argent que vous avez, puis achetez-vous un bien, rentrez sur le marché immobilier tout de suite, le plus tôt possible. Quitte à faire 1 an ou 2 dans un 1,5 que tu as acheté, tu vas accumuler de l'équité sur ta maison va prendre, ou ton condo va prendre de la valeur, tu vas être capable de revendre ça, faire des sous avec ça, que ta mise de fonds commence à grandir, puis rouler ça de cette façon-là. Au deuxième achat, on peut, mettons, acheter un duplex où vous allez avoir un appartement qui va aider à créer de l'équité puis de la valeur encore plus pour être capable de bouger comme ça. Ça prend plus de stratégie que quand nous, on était jeunes. C'est un excellent point, puis je me demande, parce que, bon, à tous les jours, on aide des gens à créer de la valeur dans leur propriété en ajoutant des logements. Quelqu'un vient de voir un premier acheteur, est-ce que le fait d'acheter un duplex ou une maison avec un logement accessoire, avec un revenu, est-ce que ça pèse dans la balance ou est-ce que ça sert absolument à rien? Ah, ça fait flipper la balance au complet. Oui. Tu sais, il y a une question aussi. Tu es en début de carrière, tu n'as pas les revenus que tu as à 40, 50, 60 ans. Ta qualification, c'est certain qu'elle est plus basse. Quand on parle de mettons, un duplex ou un duplex aussi, ça peut être une maison avec un logement accessoire au sous-sol, un bachelor, quelque chose comme ça. Bien, la portion du loyer que tu reçois, bien, je suis capable de le calculer comme un revenu pour toi. Fait que même si ton revenu, il est tête, mais là, ça te fait du revenu de plus pour être capable de peut-être accéder à ta propriété. Parce que mine de rien, un 900 $ par mois de loyer, c'est quasiment 10 000 $ de plus annuellement. C'est quand même énorme sur quelqu'un qui ferait... J'ai regardé dernièrement le salaire moyen au Québec, c'est 54 55 000. Ouais. Ben, 10 000 de plus, c'est 65 000, ça pèse beaucoup. Là. Bien, ça pèse beaucoup, on ne rajoute pas au complet. Là, puis c'est là que d'être accompagné de quelqu'un, c'est important. C'est qu'il y a certaines banques qui vont calculer le loyer que tu reçois comme un revenu à différentes proportions. Il y en a qui peuvent le calculer à 50 %, d'autres à 80 %. Si vous allez, mettons, à une banque qui calcule juste 50 % puis votre dossier il est tête, là, la banque va peut-être vous dire ben ça ne sera pas possible. Puis vous allez prendre ça pour du cash que c'est pas possible. Mais dans le fond, vous avez juste frappé à la mauvaise porte. Puis, pas de la faute de personne, il n'y a personne qui peut savoir à quelle porte aller frapper. Puis c'est là que de dealer avec un courtier, vous sauvez du temps, puis probablement vous sauvez de la peine, puis des projets que vous n'auriez peut-être pas pu faire parce que vous n'allez pas être capable, dans un temps nécessaire dans votre offre d'achat, de changer de place puis de trouver la bonne place pour vous qui va vous donner une note d'approbation. On parle d'achat, premier achat, puis tout, puis on travaille souvent ensemble. Je te réfère à beaucoup de mes clients pour toutes sortes de bonnes raisons que je te lancerai pas tant de fleurs comme ça quand c'est filmé. Mais beaucoup de nos clients ici ont besoin de quelqu'un comme toi, pas juste pour un premier achat ou pas juste pour un achat, mais aussi pour des rénovations. Parce que ça change la game, puis souvent, tu as fait de la magie. Je ne veux pas dire de genre de mots comme ça, mais tu interviens dans ce genre de dossier-là, puis tu fais la différence. Ben, merci. Ben oui, c'est sûr, parce que ça peut être complexe comment commencer tous ces projets-là pour que ça se passe bien. Là, on fait des rénovations. La première notion, c'est le cash. Là. Si les fonds sont acquis de drôle de façon, écoute, ça va se passer tout croche. Si vous m'arrivez en milieu de projet, puis on essaie de... Là, écoute, c'est l'enfer. Fait que c'est certain que d'être accompagné à partir du début dans ces projets-là. Puis souvent, les gens, ils ne savent pas par quel bout commencer, par quel bout prendre ça, et qu'est-ce qu'on fait en premier. Bien, c'est le fun d'être accompagné puis d'être capable de voir comment il faut structurer l'affaire pour que le financement soit facile. Ouais. Tu as raison, les gens ne savent pas par où commencer. Ouais. On prend un cas hypothétique où un citoyen, une propriété, veut faire des rénovations, cuisine neuve, salle de bain, ajouter un deuxième étage, peu importe sur sa maison. À quel moment c'est pertinent ou c'est optimal de rentrer un intervenant puis un expert comme toi dans le processus? Juste après le café que tu as pris avec ta femme puis que vous avez décidé de faire des rénovations. OK, donc avant l'entrepreneur, avant le technologue pour faire les plans, avant le designer, on parle du projet. Je vais revirer la question, Éric.
tu as un client qui arrive chez vous et qui veut faire un agrandissement sur sa maison. Oui. Ta première question va sûrement être quel budget vous avez? Oui. Comment le client va savoir quel budget il y a si on n'a pas parlé de financement, à moins que ce soit un des chanceux qui ait 300 000 dans sa petite poche. Là. Mais il faut savoir dans quoi, puis ça va faire maturer leur réflexion après avoir le budget qui est disponible pour faire le projet. Puis, juste à cette étape-là, il y a plusieurs façons de voir des projets comme ça. Gros avertissement pour tout le monde. Si vous pensez faire des rénovations et que vous pensez avoir besoin de financement, commencez pas à arracher du plancher et à mettre ça sur vos cartes de crédit, puis commencez à prendre des marges personnelles, à loader ça, à défaire votre maison, puis après ça, on a manqué de fonds. Il faudrait peut-être qu'on aille chercher un peu plus de financement. On va refinancer la maison pour aller chercher ce qui reste. Et la banque, si elle s'aperçoit que votre maison est en chantier, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la valeur qu'elle devrait avoir si on la prenait comme telle pour la revendre sur le marché, votre garantie hypothécaire est compromise. Il y a des grosses chances qu'une évaluation soit faite, soit commandée. L'évaluateur va passer chez vous, va donner des photos, va passer une évaluation comme quoi la maison est un chantier, tout va être barré. Fait qu'il faut vraiment penser au financement puis à tout ça avant même de commencer. Ça peut faire des drôles de cauchemars. Donc, oui, jour 1, on commence par le financement. Vous commencez par me parler. Puis ça peut aussi mapper un peu comment vous voulez voir les choses puis à quel montant vous voulez aller. Parce que pour une rénovation comme ça, si ça fait longtemps qu'on a la maison, peut-être qu'on est capable d'aller chercher l'argent sur la valeur actuelle de la maison. Puis ça change complètement la donne puis la facilité de faire le projet. Parce que si je suis capable d'aller chercher 200 000, parce qu'une maison, là, on est capable de la refinancer à 80 % de la valeur marchande. Toujours La valeur marchande d'aujourd'hui, oui. Okay. Bon, dans le financement traditionnel, là, si on parle des banques B et des trucs un peu plus créatifs, des fois on descend à 75, des fois à 65, là, mais mettons qu'on parle pour la majorité des gens qui sont en mode posture financière, on peut refinancer jusqu'à 80 % de la maison. Si, admettons qu'on va prendre, je sais pas, une maison de 600 000. Si on est capable d'aller à 80 % de 600 000 puis sortir l'argent qu'il vous faut pour vos rénovations, bien, ça va être super facile. On refinance la maison, on part chez le notaire, on reçoit le chèque de 200 000, on gère ça comme qu'on veut, la vie est belle, on n'a pas de compte à rendre à personne, tout va bien. Sinon, si vous n'avez pas d'équité disponible ou assez d'équité disponible, bien là, il va falloir se baser sur un refinancement sur la valeur future de votre maison. C'est ça, j'allais te demander si c'est possible. Bien, c'est possible. Okay. Là, on va commander une évaluation. On va avoir des plans puis des devis préliminaires, on s'entend. Puis on va dire à l'évaluateur, OK, mais cette maison-là, avec ces rénovations-là, donne-moi un chiffre sur combien ça va valoir sur le marché. Ah, ça va valoir 250 000 de plus. Là, la maison à 600 000, on va 850 maintenant. On peut aller à 80 % de ce 850 000-là. Mais là, la maison, la banque va vouloir prendre une garantie hypothécaire à 80 % du 850 000. Donc là, elle va prendre une garantie sur une valeur qui n'existe pas encore, là, qui n'est pas là. Fait que pourquoi se chier en cours de route, là? Bien, c'est qu'elle va vouloir contrôler ça. Okay. Donc là, ça va être important. Vous allez avoir un temps limite pour faire ces rénovations-là. Il va y avoir des déboursés progressifs selon certaines étapes franchies. Il va falloir que vous financiez de vos poches une partie avant que la banque passe l'inspection des travaux. Puis c'est beaucoup plus compliqué. Fait que peut-être que, sachant toutes ces démarches-là, vous allez baser votre rénovation sur le montant que vous êtes capable d'avoir sur votre valeur actuelle de la maison. Ou peut-être attendre 6 mois, 1 an de plus pour qu'on regarde est où la valeur ou accumuler un peu plus de cash ailleurs. Il y a des chemins très, très différents qu'on peut prendre quand on sait d'avance qu'est-ce qui s'en vient. Est-ce que c'est un peu le même procédé dans le cas d'une construction neuve? T'sais, mettons, moi, je me fais construire demain matin, ils ne peuvent pas me rendre la valeur actuelle. Ça dépend qui construit. OK. OK, élabore là-dessus, je suis un peu curieux. Bien là, on rentre dans l'épineuse question des autoconstructions. Mettons que tu t'achètes un terrain, tu décides... moi, j'ai vu Joe Patente construire une maison tout seul sur YouTube. Ça n'a pas l'air compliqué. J'ai une drill puis une scie, je vais faire ça, moi. OK. Mais il y a juste certaines banques qui vont gérer ça. Il va falloir que tu aies du cash. Il va y avoir des déboursés progressifs qui vont être très, très, très calculés serrés. Et ça va être basé sur la valeur future
de la maison? Ben, c'est une valeur de construction. Là. Ça va vous prendre des plans, des devis, là, il va falloir faire ses devoirs. Là. Vous êtes l'entrepreneur général qui va mettre le coût. Là. Vous êtes mieux d'avoir un beau tableau Excel avec absolument tous vos coûts, factures à la pluie, devis à la pluie pour tout votre projet au complet, avoir un peu de buffer pour qu'eux autres puissent approuver ça. Est-ce que ça peut faire augmenter le taux d'intérêt? Là, je n'ai pas les politiques devant moi, là, mais de mémoire, le taux d'intérêt est un petit peu plus élevé le temps de la construction. Puis quand ça se termine, on tombe à un taux d'intérêt normal. Mais essentiellement, si tu achètes une maison neuve ou tu achètes celui-là, au final, le taux d'intérêt va être pratiquement le même. Vous allez peut-être sauver de l'argent ou pas, tout dépendant de vos skills, sur la valeur que vous allez apporter au prochain en mettant du temps dedans. Je suppose que ça doit se ressembler. Peut-être que c'est là que tu allais. Avec les, mettons, tu achètes une maison sur plan. C'est ça. OK. Bien là, c'est comme acheter une maison sur Centris là, que tu vois. Parce que là, tu as un entrepreneur général qui, lui, va fabriquer la maison. Fait que l'entrepreneur général, lui, il va te fournir une fiche de vente que tu vas signer, que l'on va faire financer. Puis là, souvent, l'entrepreneur va vouloir avoir un dépôt pour confirmer ton achat de cette maison-là qui va être construite. Ce dépôt-là va faire partie de la mise de fonds qu'on va mettre sur l'achat final. Puis il va être déboursé à la fin, quand la maison va être prête, puis qu'on va avoir l'inspection finale, puis que tout va être beau, comme une maison normale. Donc là, à ce moment-là, la GCR est impliquée. C'est ça. Ça prend les documents nécessaires. Et est-ce que, j'imagine que la banque fait ses diligences ou que toi, tu fais tes diligences, t'assurer que l'entrepreneur il a vraiment une licence RBQ, puis que tout est conforme et légal? Du côté de la banque, c'est certain qu'ils vont vérifier c'est qui. Il y a certains, si vous regardez les nouvelles, là, vous allez savoir un peu, il y a certains constructeurs de condos qui sont à problème sur des grands projets. Ben, si c'est ces constructeurs-là qui fabriquent vos projets, mais ça se peut que ça bloque puis qu'on ait de la misère. Ah, mais, ouais. OK, t'as déjà vécu ça? Est-ce que, mettons, un constructeur était un peu plus... Pas sur un achat, mais sur un refinancement. Non, pas sur un achat neuf, je voulais dire. Là. Soit sur un refinancement ou sur un achat d'un condo qui avait été construit par certains de ces constructeurs-là. Oui, j'ai déjà eu des refus de banque. Que ton client, on le prend all good, on l'aime, on veut le marier. Par contre, il va devoir se trouver une nouvelle propriété. Celle-ci, on ne la prend pas en garantie. Wow! Ça me fait penser un peu, tu sais, on en a vu passer justement de ça, là, des entrepreneurs qui ont fait un peu n'importe quoi. Les clients, maintenant acheteurs, sont un petit peu dans la merde avec ça. Est-ce que ça peut affecter, tu sais, là, tu en parles que oui, mais, tu sais, mettons, je vais donner un exemple. Il y en a, j'ai vu le passer, c'était un groupe de condos qui était inondé à chaque fois qu'il y avait de l'eau à Montréal. Et je me disais, si eux autres veulent faire des rénaux, le fait qu'ils ont passé des nouvelles, ça ne doit pas aider. Est-ce que la banque se fie à ce genre d'informations-là? Bien, il y a une atmosphère générale qu'on appelle le caractère dans l'étude d'un dossier. Ça va en faire partie. Là. Ça se peut qu'on bloque absolument tout. Là. Oh, wow. Bien, la garantie hypothécaire est compromise. OK. Toutes les décisions dans le crédit se basent sur le niveau de risque que ton dossier présente. La notion la plus importante, ça va être la garantie, ça va être ta maison. OK. Parce que eux autres, ils s'adossent là-dessus pour juger que le risque est moins grand que s'ils te donnent une carte de crédit, mettons. Parce qu'ils sont capables, si tu ne payes pas, de reprendre la maison, de la revendre. C'est une valeur qui est sûre. Un peu collatéral. Exactement. Si cette valeur-là n'existe plus ou est compromise, mais là, c'est certain qu'on va tout bloquer. Fait que ça doit être un peu... Parce que je sais qu'il y a eu une réforme sur les zones inondables, c'est ça? Mm-hmm. Ça, tu dois faire des cauchemars avec ça, si c'est beaucoup plus de travail. Faut le savoir, il y a une réforme en 2025 du rôle hydrique qui d'un fois, va mettre des maisons qui ne sont pas en zone inondable. En zone inondable, il n'y a pas d'explication. C'est là, puis c'est le certificat de localisation qui va nous spécifier si effectivement il est dans une zone à danger ou pas, ou s'il est dans une zone de grand courant. Puis parfois, c'est pas super bien noté. Il faut faire des démarches de plus pour aller chercher l'élévation de la maison, pour être capable de démontrer que c'est pas une zone inondable, en fait. Fait que ça, c'est ton travail? Tu dois démontrer ça à la banque? Ben, c'est pas mon travail.
Non, mais dans le sens, Mais c'est le travail que je vais faire pour m'assurer que le projet se mène à terme avec mon client. Puis c'est d'autant plus compliqué maintenant, surtout à Montréal, avec les nouvelles réglementations de cuvette qui appellent, où Montréal a beaucoup de zones creuses, puis une zone qui peut être en plein milieu de l'île peut devenir inondable. Ça devient compliqué. J'ai 2-3 dossiers comme ça, puis ça devient complexe, mais C'est ça. les analyses sont compliquées. C'est ni toi ni moi qui faisons ça, là, puis souvent les villes nous aident. Là. C'est ça, puis l'information est un peu disparate. Dans un domaine comme le domaine dans lequel je travaille, on est tous indépendants. C'est la personne avec qui tu fais affaire qui est important. Il y a des gens qui vont juste passer des dossiers, puis ah non, c'est refusé. Puis il y a des gens qui vont défendre votre point aussi. M'avoir moi dans votre dossier, c'est comme avoir un ami qui connaît la banque, qui fait le tampon entre vous deux, qui est capable d'aller jaser avec des gens puis vous défendre un peu s'il y a quelque chose qui tourne mal ou que la banque ne comprend pas bien quelque chose. Comme si la maison est en zone inondable, mais qu'elle ne l'est pas vraiment. S'il n'y a personne qui le défend, vous allez avoir un nom, ça va finir là. Mais si on essaie de gratter, un peu comme un avocat qui va défendre une cause, hein, si on est capable de gratter pour essayer de ramasser des preuves, pour essayer de ramasser des choses, pour prouver que la vision qu'ils ont eue, c'est pas la bonne vision du tout, bien, ça fait la différence sur vos choses. Ça m'amène à un autre point. Quelqu'un qui se fait dire non par la banque, Ouais. est-ce qu'il doit voir ça comme « j'aurai jamais de maison » ? T'as sûrement une fille qui t'a déjà dit non, Simon? Ok, je l'avoue, oui. Non, mais tu sais, Ouch! une fille ou un, Ça, c'est la réponse. ou un Pour garçon. moi, des fois, j'ai dit que t'étais plus vieux que moi. C'est le bruit personnel. Ben, c'est un peu le même cas que le dating. Que le gars ou la fille que tu trouves cute te dise non. Ça veut pas dire que tu n'auras jamais de chante puis de blonde. Ça veut juste dire que tu rentrais pas dans les critères de la personne que tu es allé voir. C'est la même chose pour les banques. Ok. Sauf que tu peux pas parce que tu as déjà une blonde, tu peux t'en servir comme effet de levier. Tu peux forcer la banque. Tu peux forcer la banque à te donner un prêt. Je te conseille de ne pas forcer personne à te donner un bec. Ça passe moins bien. Mais oui, c'est pas parce que quelqu'un dit non que la vie t'a dit non. Ça se peut que tu as cogné à la mauvaise porte, qu'il ait mal compris ton dossier ou qu'il ait vu les affaires de la mauvaise façon ou qu'il n'ait pas vu la bonne angle pour dire « Ah, ben oui, ça fait du sens. » Fait qu'il faut persévérer. C'est ça. Mais tu as dit quelque chose tantôt. Tu sais, effectivement, la valeur de ta propriété va être influencée en fonction de son environnement. Mais puis bon, la joke à Simon sur sa deuxième blonde m'a fait amener à réfléchir à l'effet de levier. Quand quelqu'un qui a déjà une propriété, que ce soit duplex, maison, il y a beaucoup c'est des rumeurs, des conseils, beaucoup de choses qui se promènent sur les réseaux sur l'effet de levier qu'on peut faire avec notre propriété actuelle pour en acquérir une deuxième. Toi, tu interviens là-dedans, puis si tu avais, mettons, un point de vue à donner là-dessus, puis j'aimerais ça aussi t'entendre parler là-dessus, mais aussi, à partir de quand ça devient commercial? Parce qu'apparemment, c'est un enjeu. Là. Ben oui, c'est un enjeu. Ça devient principalement commercial à partir du moment où tu en fais un commerce. Là. Ben, à partir du moment où tu achètes une deuxième maison, peut-être un chalet ou une résidence secondaire, mais c'est rare que je vais habiter deux maisons dans la même ville, que ça devient commercial. Généralement, on parle... Je vais sortir le mot que tout le monde haït, là, on parle en porte. Ok. Ça part du domaine bancaire un peu, je pense, cette expression-là. C'est que toutes les banques, plus ou moins, vont accepter que tu ailles 10, 12 portes dans ton actif. C'est-à-dire, si tu as un quadruplex, mais tu as 4 portes. Ok. Fait que si tu en as 10, là, on ne pourra pas t'en rajouter un autre. Peut-être que ta banque ne voudra pas t'en rajouter un autre, mais moi, j'en ai une dans mes affaires qui sont capables d'aller à 14 portes. Si j'enlève la porte de la salle de bain ici, ça marche-tu? Si tu loues ta salle de bain, non. Peut-être des fois, peut-être. Que... Ouais. Là, je pense que t'es le bon gars pour savoir si ta salle de bain va être conforme à la location. La porte de la salle de bain n'a rien à voir avec la conformité. Mais c'est ça. Il y a d'autres leviers, comme la mise à part de l'argent, qu'on peut faire si on achète au personnel. Il y a beaucoup d'avantages de commencer tout ça au personnel plutôt que de tirer dans les airs et de vouloir s'ouvrir des incorporations pour isoler ces bâtisses-là.
Mais oui, c'est quelqu'un comme moi qu'il faut aller voir en premier pour être capable de setter cette affaire-là, puis voir comment on va le faire, puis quand est-ce qu'on va le faire, puis le faire comme il faut pour peut-être continuer après, ensuite. Là. Fait qu'avant d'aller voir un réseau de clubs, de réseautage d'immobilier quelconque, probablement que quelqu'un comme toi, jour 1, c'est probablement le meilleur départ. Là. Si tu veux aller voir un club d'immobilier, puis vouloir t'acheter 25 portes dans la prochaine année, financées par des prêteurs privés, un par-dessus l'autre, je suis peut-être pas la bonne personne pour toi, mais si tu veux partir comme il faut, prendre le temps de structurer ton affaire pour que ça se passe bien, puis que ça ne te coûte pas la peau des fesses, puis de s'assurer que ce soit rentable aussi. Parce que c'est difficile de calculer si ton immeuble est vraiment rentable. Je vois sur Internet qu'il y a l'air d'avoir des tableaux Excel montés, que tu rentres des chiffres, puis ça te donne quoi à la fin. C'est ça que j'ai vu. Ben, c'est un peu comme le dating, encore une fois, tu sais. Ah non, je vais en manger une autre. Tu peux... Après 6 whisky, tout a l'air de faire du sens. Fait que si tu cherches le tableau Excel qui va te dire ce que tu vas entendre, cherche assez, tu vas le trouver. Mais regarder d'un point de vue extérieur, sans implication personnelle, te dire, mais regarde, tu as un coefficient de rentabilité de temps sur cet immeuble-là. Généralement, ça fait du sens. Ça semble être un bon immeuble. Ou peut-être qu'on va avoir des stratégies dans notre poche arrière qui fait que ton immeuble qui génère pas 2000 $ par mois de revenus dans tes poches, qui en génère 0, mais qui se paye tout seul, puis qu'on peut faire d'autres stratégies fiscales derrière, il peut devenir super payant. Là. Mais ça, tu le sais peut-être pas tout seul. Fait que peu importe ce que tu veux, c'est le fun de juste peut-être me passer un coup de fil pour regarder comment on peut organiser ça, puis qu'est-ce que je pense de tout ça, puis qu'est-ce que je pourrais avoir à proposer pour te conseiller à partir. C'est quoi ton client type? J'ai l'impression que les plus jeunes ont appris c'est quoi un courtier hypothécaire, mais la vieille génération, c'est quoi, tu dirais ton client moyen, ça ressemble à quoi? Mon client moyen, j'ai tellement une clientèle vaste. Là. Je fais beaucoup du conseil sur le passif, sur le redressement de crédit et tout ça. J'ai une clientèle qui est de ce côté-là. J'ai racheté aussi j'ai eu la chance de racheter une clientèle. J'ai des clients plus âgés qui sont mieux nantis, qui ont leurs propres enjeux. J'ai des nouveaux acheteurs. C'est assez varié. C'est super varié. Okay. J'ai eu la chance, quand j'ai commencé, j'ai travaillé aux côtés... ça s'appelle Diane, d'ailleurs. Bonjour, Diane. J'ai travaillé aux côtés de Diane, puis dans la première année, avant qu'elle prenne sa retraite, puis qu'elle me transfère le business, moi, je cherchais une plus-value que je pouvais apporter que les autres, puis ce que je voyais autour de moi, c'est que les courtiers qui étaient dans l'équipe à Diane et Diane faisaient beaucoup des prêts traditionnels. Puis je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était prêt privé, prêt alternatif, ayant vécu une situation de business qui a été rough aussi. Il y a quelque chose qui m'appelait d'être capable d'aider les gens puis d'amener des solutions dans ces périodes-là. Fait que pendant une année, j'ai beaucoup fait de prêts alternatifs puis de solutions dans des périodes moins faciles pour les gens. Fait que j'ai ça dans mon bagage qui est peut-être plus difficile à... Parce que c'est des dossiers qui sont gratifiants. Là. Il y en a qui pleurent à la fin, là, un coup que tu as réussi à tout alléger puis à sauver un peu la mise. Là. Parfois, ça fait la différence entre faire faillite et être capable de continuer. Ça prend beaucoup de temps, ces dossiers-là. Fait que les gens sont pas... Les courtiers sont pas nécessairement portés à acquérir, à moins que tu en fasses vraiment ta spécialité. De l'expérience dans ce domaine-là. Je pense que c'est un peu pourquoi j'ai une expertise qui est vraiment de gauche à droite. Là, sur c'est intéressant parce que l'objectif, c'est un peu de parler du parcours, puis le rachat de clientèle pour les courtiers hypothécaires, les courtiers en assurance, c'est quand même quelque chose de bien. Puis on parle aussi de reprenariat. Je pense que dans ton cas, tu es un bon exemple de ce que ça peut apporter dans le lancement d'une entreprise, dans le lancement d'une carrière. Ouais. Ça mériterait quasiment un épisode juste pour ça. Mais toi, dans ton cas, c'est ça qui t'a mis sur la map ou...
Ben oui. C'est que je suis rentré par la grande porte. J'ai été accompagné à partir du jour 1 avec tous les secrets de quelqu'un qui était dans l'industrie depuis 30 ans. Là. Puis est-ce que tu avais une propriété à cette époque-là? À ce moment-là, oui. Est-ce que la propriété que tu avais puis l'équité que tu avais dessus avec un courtier hypothécaire t'a aidé à financer le rachat de cette clientèle-là? Est-ce que tu t'es aidé toi-même à partir en business? Il y a une notion de séparation aussi qui vient, aussi avec la pandémie puis toute cette notion-là. Donc non, je n'avais pas la main mise sur l'équité disponible sur cette maison-là. Puis en changeant de domaine, en changeant de métier complètement, j'aurais pas pu à ce moment-là me qualifier pour refinancer ma maison, pour faire ce move-là. Il y a plusieurs façons de racheter des clientèles. Je connais le monde financier dans ce genre d'achat-là, mais sûrement que ça se fait dans d'autres domaines. On peut partir un prêt racheté comme ça. Il y a des vendeurs qui vont financer ce rachat-là. Dans mon cas, c'est un rachat qui est financé sur quelques années que je paie. Que tu peux encore? Que je paie encore. Ouais. Est-ce que, pour tout le monde qui veut se lancer en affaires, ou même moi qui est en affaires depuis longtemps, souvent on a des frais, que ce soit pour lancer, ça te prend peut-être un local, de l'équipement informatique, ou quelqu'un qui a déjà une entreprise déjà solide comme la mienne, mais des fois j'ai des investissements de faut que j'achète du matériel. Est-ce que l'équité sur la propriété, dans mon cas, ma blonde ne serait pas contente si j'utilisais la propriété? Les blondes. Ouais, la mienne n'est pas de trouble, là. Fait que, c'est sûr que c'est filmé, fait que je dirais pas d'autre chose. Mais est-ce que c'est une possibilité pour quelqu'un qui veut utiliser l'équité de sa maison pour se lancer en affaires? C'est quelque chose de possible? Tu peux utiliser l'équité de ta maison pour aller jouer au casino si tu veux. C'est pas recommandé. C'est une bonne nouvelle? Non. Mais à partir du moment où tu as le revenu qualifiable et puis qu'on rentre dans le range du 80% de la valeur de ta maison, oui, absolument. Fait que la banque ne juge pas le risque que tu vas mettre sur ton 80%. Elle juge le risque que c'est de t'avoir comme emprunteur sur cette maison-là avec un financement à 80%. Après ça, le 80% que tu sortes pour investir à la bourse, pour rénover ta maison ou t'acheter un VR, c'est ton argent. Il t'appartient, c'est ton équité sur la maison que tu vas refinancer plus élevé. Il n'y a aucune différence avec ça. Ou, il y a une différence au niveau du risque par rapport à un acte d'achat puis de refinancement. On pourra parler de ça plus tard. Mais d'acheter une maison que tu vas mettre 20% de cash down dessus ou refinancer la tienne à 80%, c'est ton argent. Puis, on parle de projet, mais je donne un exemple parce que j'ai croisé plusieurs personnes dans les derniers mois qui m'ont parlé de, tant qu'à faire des rénovations, on va aller chercher de l'équité, puis on va s'en servir aussi pour aller peut-être acheter une nouvelle voiture ou quelque chose comme ça. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est généralement fait pour consolider des dettes, peut-être, mais pour acheter un bien comme une voiture, est-ce que tu recommandes ça? Ça dépend. C'est le genre de gars qui achète une voiture neuve. Peut-être pas, parce que, en tout cas, je vois des deals à 0,99% ou à 1% ou à 0% de financement. Dans ce cas-là, non, fais-toi financer par le garage directement. Sauf que si tu es le genre de personne à acheter des voitures légèrement usagées qui ont 2, 3, 4 ans, ces taux d'intérêt-là sur ces financements-là sont très chers. Fait que c'est certain que si tu es en période de refinancement, tu pourrais te financer toi-même au même taux que ta maison. Ça va te coûter beaucoup moins cher. Puis à ton renouvellement, si tu penses qu'il peut y avoir des projets ou des choses comme ça, ce qu'on peut faire aussi, c'est te mettre une marge de crédit hypothécaire sur ta maison qui va te coûter beaucoup moins cher qu'une marge de crédit personnelle ou qu'un prêt personnel. Là, c'est disponible. Vous pouvez faire les projets que vous voulez là-dessus. Il n'y a pas de qualification. C'est une marge de crédit qui est disponible. Vous pouvez taper dedans tant que vous voulez. Fait que si éventuellement il y a une voiture, il y a un changement de voiture qui est à prévoir, mais c'est peut-être important ou brillant de setter ça pour que ça vous coûte pas mal moins cher d'intérêt. Au bout de 5 ans sur une voiture, là, combien vous pensez qu'on paye d'intérêt? Oh, énorme. Ça coûte cher. Si on sauve 2%, je donne des chiffres comme ça, là, calculez pas à personne. Si on sauve 2% d'intérêt, là, c'est beaucoup d'argent que vous laissez dans vos poches. Oui, effectivement. Encore faut-il être assez assidu parce que 2%, oui, ça vaut la peine, mais si on paye la voiture pendant 25 ans,
finalement, ça coûte cher. Là. Tout le monde suit la loi de l'eau. Hein. Le passage le plus facile, c'est celui que 99% des gens vont prendre. C'est certain que c'est plus facile d'aller chez le concessionnaire, puis juste, oui, je veux ça, signe en bas, puis ça me coûte 700$ par mois, tout le monde est content, puis that's it. C'est pas moi ça que j'ai fait. Là. Mais au final, Aussi. ça se peut que ça coûte cher. C'est là où je parle de la gestion du passif. T'sais, si tu as 62 000$ en carte de crédit puis en marge de crédit, tu fais 125 000$ par année, ta maison ne coûte pas cher, tu arrives dans tes paiements, c'est pas grave, tu payes ça, puis ça va bien, ça monte, ça descend. Ça coûte extrêmement cher. Juste à ton renouvellement, prendre ce 62 000$-là, l'absorber dans ta maison. Je peux te faire une cédule, si tu veux, pour repayer ces 62 000$-là, pour pas que ça traîne sur ta maison et que tu le payes sur 30 ans. Mais ça va te coûter beaucoup moins cher d'intérêt. Puis surtout, les paiements que tu vas faire, ça va faire baisser ton capital. Tu ne vas pas en verser une grosse partie en intérêt. C'est toute cette gestion-là de passif qui est importante. T'sais, si tu viens me voir... Ça mérite une gorgée. Pour renouveler ton hypothèque, puis qu'on renouvelle, on jase tout ça, il y a un plan qui est fait, parfait, let's go Martin, on y va. Je monte tout ça, j'ai tous tes documents, je suis prêt à t'envoyer à la banque, je sors les bureaux de crédit. Puis là, je vois qu'il y a plusieurs lignes de crédit qui restent des soldes dessus. Mais la première chose que je vais faire, je vais t'appeler, je vais dire « Attends une minute, Eric, là, je viens de voir que tu as certains soldes sur des cartes de crédit. Qu'est-ce que tu en penses si, à la place de faire un renouvellement, on fait un refinancement, on va absorber tout ça, ça va te coûter 2 500$ de paiement minimum en moins par mois. À la limite, ce 2 500$-là que ça vient de te coûter de moins, applique-le sur ton solde qui te reste, là, sur ta marge de crédit, sur ton hypothèque, pour faire des remises en capital. Ça va comme se payer tout seul avec le même cash que tu mettais dans ton budget au départ. Moi, c'est le genre de choses que je peux jaser pendant 3 jours non-stop, puis c'est full intéressant. Ça, c'est vrai. Puis, c'est pas compliqué, mais c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Il faut gérer énormément d'affaires. Fait que quand c'est gratis, pourquoi pas amener un intervenant qui est capable de regarder tout ça puis de vous donner des conseils pour que ça coûte moins cher? Tu sais, on a parlé de plusieurs sujets. Je pense qu'un des sujets qui est quand même important pour nous dans notre situation, c'est est-ce que c'est vrai que c'est si dur que ça, qualifier, avoir une maison comme ça quand tu es entrepreneur ou travailleur autonome? Oui et non. Okay. Tu penses que tu me connais? C'est une bonne réponse. C'était presque une réponse politique. Hein. Quasiment. Mais c'est un peu vrai. Travailler sans courtier quand tu es travailleur autonome, c'est encore plus compliqué. Il y a encore plus de choses à savoir, puis il y a encore plus de façons de se setter pour que ça fonctionne. La règle générale, si tu es un nouveau travailleur autonome, ça peut être tough, ça peut être difficile, ça peut être impossible si tu n'as pas 2 ans de fait. Il y a certaines conditions qu'on peut explorer. Je connais quelqu'un qu'on l'a fait récemment, puis qui avait une nouvelle entreprise qui fonctionnait super bien, mais qui était en vogue depuis juste 1 an, mais qui travaillait dans le même domaine avant, ou avec des états financiers, des anciens T4 démontré qu'ils travaillent dans le même domaine, qu'il y avait encore des liens de business avec son ancien employeur à faire financer ces projets-là aussi. Mais généralement, il faut faire une moyenne de tes 2 dernières années. Okay. Est-ce que, je te laisse aller après, là, mais dans mon cas, il y a tout le temps la question salarié, en tant que travailleur autonome, en tant qu'entrepreneur. Moi, je suis incorporé, ça fait déjà un certain temps. Je suis salarié dans ma propre entreprise. La question, c'est salaire, dividende. Tu n'es pas salarié. Okay. Tu es travailleur autonome. OK. Mais est-ce que dividende ou salaire, est-ce que ça a un impact? Bien, ça a un impact sur certaines majorations que je suis capable de faire, comment on est capable de jouer chez différents prêteurs avec ça. Mais généralement, c'est une moyenne dividende plus salaire, moyenne 2 ans, puis c'est ce qu'on va utiliser pour des banques traditionnelles. Donc, ça n'a pas d'impact? Des impacts minimes. Ça dépend. Dans certaines petites circonstances, ça peut avoir un impact, là. Mais tu sais, des travailleurs autonomes, puis du domaine où c'est du cash, puis de liquide, je veux dire, tu dois voir des trucs des fois, puis j'essaie d'imaginer, il y a quelqu'un qui se fait payer 50% de sa business en cash, qui déclare rien comme salaire, puis liquide, parce qu'il n'y a pas pensé, puis là, il arrive à son renouvellement, il faut... si l'impôt regarde, il n'y a personne qui fait ça. Je vois personne qui fait ça jamais.
Ben, il y a des solutions pour tout. OK. Si ça fait pas 2 ans que tu es en business ou... qu'est-ce qu'on fait, les travailleurs autonomes, là? Qu'est-ce que tout le monde haït dans la vie? Payer de l'impôt. Ouais. Ça coûte cher, l'impôt. Fait que, un travailleur autonome, c'est un exercice comptable, dépenses moins revenus. Fait que, qu'est-ce que tu essaies de faire? De marquer toutes tes dépenses le plus possible pour réduire tes revenus, pour payer le moins d'impôts possible. Mais sur ton revenu qualifiable, quand tu viens me voir et qu'on veut passer ça comme un dossier traditionnel, ben, ce qui va apparaître sur tes affaires, ben, c'est tes rapports d'impôts. Fait que toi, tu as voulu déclarer le plus petit salaire possible pour payer le moins d'impôts, mais je vais calculer le plus petit salaire possible pour être capable de te qualifier. Parce qu'on sait qu'en tant qu'entrepreneur, ta qualité de vie puis ce qui apparaît sur tes rapports d'impôts, c'est 2 choses complètement différentes. C'est comme l'évaluation municipale de ta maison puis la valeur marchande. Comme des fois, ça n'a pas rapport du tout. Ça n'a pas rapport du tout. Fait que tu dirais-tu quelqu'un, mettons, qui veut s'acheter, qui laissait bien de l'argent dans l'entreprise puis qui veut acheter quelque chose dans les 2 dernières années avant de planifier ça? Bien, on peut planifier ça, c'est une bonne idée. Ça dépend de tes stratégies, ça dépend comment on voit les affaires. Tu sais, des fois, les entreprises, on a tellement d'affaires à planifier qu'on ne va pas commencer à planifier ça en plus, on ne va pas penser à ça au moment opportun. Mais il y a 1 million de choses à penser puis de comment on peut voir les choses. Tu sais, tu peux te déclarer peu, mais si tu as plein de bénéfices non répartis dans ton entreprise, ben, je suis capable d'aller chercher certaines de ce bénéfice-là, ou en tout cas une portion, puis de te qualifier ça comme salaire pour aider à faire passer les choses chez certaines banques. Et il y a d'autres banques aussi. Si tu déclares 45 000 parce que tu rentres plein de dépenses, parce que tu as des factures cash, mais que ça passe quand même dans ton compte de banque, j'ai des programmes en banque alternative qui coûtent à peu près 1% et demi de plus qu'un prêt traditionnel, où je vais être capable de prendre ta compilation de tous les dépôts que tu as eus sur 12 mois dans tes comptes de banque d'entreprise, puis de te baser un salaire sur le cash flow qui roule dans le business. Fait que ça, quelqu'un qui se déclare 40-50 000, dans des cas, j'ai déjà vu que je pouvais leur sortir un salaire de 300 000. OK. Fait qu'en résumé, quelqu'un qui pense que ça marche pas, il doit t'appeler avant. Assumez jamais que ça marche pas tant que vous n'avez pas parlé, préférablement à moi, ou à quelqu'un qui fait ce que je fais, c'est sûr. Parce qu'il y a un... Tu sais, dans ces banques-là alternatives, tu peux pas aller cogner là. Il faut que tu passes par un courtier absolument pour avoir accès à ces ressources-là. Fait qu'une banque n'a pas accès à ça? Ou te l'offrira pas, peut-être? Ben, c'est des prêts alternatifs. Les banques, ils jouent pas dans ces eaux-là. Là. OK. Tu sais, comme je disais tantôt, le prêt, c'est une question de gestion du risque. Il y a des banques qui sont spécialisées avec des portefeuilles spécialisés d'investissement qui, eux, jouent à un risque plus élevé. Okay. Si on parle de travailleurs autonomes puis qu'on se base sur le cash flow plutôt que les revenus, bien, il y a un certain risque qui est un peu plus grand. Surtout un travailleur qui commence, là, dans les premières 5 années, c'est un risque à 100%, là, finalement. C'est ça. Mais en même temps, si on voit le cash flow va bien sur 12 ans, bien, ça parle un peu de la business. Là. 12 ou 2? 12 ans. 12? 12 mois. 12 années. C'est long! Pareil, c'est pas pareil. Non, c'est sur 12 mois. Tu me donnes 12 relevés bancaires mensuels. Je prends toute la compilation de tous les dépôts. Puis on va s'asseoir ensemble là, pour faire une fiche de tes dépenses d'entreprise qui font du sens pour l'industrie dans laquelle tu travailles. Puis on va sortir un revenu de ça, puis on verra où ça va. Pour ceux qui partent en peur avec ça, qui décident comme « Hey, je peux m'acheter une maison demain matin, je viens de comprendre ça », ça prend 20 % par exemple. C'est des banques B. Ça ne travaille pas en assuré. La SCHL ne peut pas être impliquée. Si c'est un achat, il faut que vous mettiez 20 % de cash down. OK. Puis là, on se cache pas, on est en 2026. Là. 2026, l'époque des réseaux sociaux, des Lamborghini, des grosses maisons, tout le kit. Les gens qui tirent dans les airs avec des guns. Ben, un peu, oui. C'est ça? Mais en fait, ce que je me dis, c'est toi, tu as accès à toutes les données personnelles d'une personne. Tu vois son dossier au grand complet, tu vois le squelette derrière ça. Ouais. Ça doit t'arriver de voir quelqu'un qui flash gros sur les réseaux avec la grosse auto, la grosse montre, la grosse chose, la grosse vie, puis réaliser qu'en arrière, ça tient avec la broche.
C'est pas dans une situation que je ouais, Tu prends le duct tape tant qu'à moi. peux-tu refuser? Il n'y a pas de jugement. Il y a des raisons, des fois, pour lesquelles tout ça tient de la broche. Mais oui, je vois de toutes les sortes de médecins qui frôlent la faillite, des gens qui roulent large, puis qui sont à la scène derrière, puis que la seule affaire que je peux leur conseiller, c'est qu'il va falloir faire faillite, je peux pas t'aider. Ah, wow. Puis t'es-tu tenu par. Je suppose que t'es tenu par un secret professionnel là, dans tout ça? Ben oui, je suis tenu par une signature de confidentialité entre mon client et moi. Là. Je pourrais pas te raconter la vie de personne. Mais ça t'arrive de dire, mettons, j'aimerais t'aider, mais la seule chose que je peux te faire, c'est te dire de faire faillite aujourd'hui? Ou de J'ai pas l'autorité ni le permis pour dire ça à quelqu'un. OK. Mais, tu sais, s'il y a des dettes longues comme ça que je suis pas capable d'absorber dans leur maison ou que la personne a déjà fait faillite 3 fois puis que j'ai absolument aucune ressource, parce qu'il faut penser que, tu sais, dans les dossiers de restructuration de crédit, la notion importante, c'est faut qu'il y ait une bienveillance dans le dossier, puis il faut que je puisse légalement démontrer que j'ai une porte de sortie pour ces gens-là. Parfois, je vais sauver ton dossier en te prenant, en faisant refinancer ta maison par un prêteur privé qui, oui, va coûter cher, mais va wrapper ça. Puis, je dois démontrer, OK, on va faire ça. Puis là, c'est un accompagnement sur le plus long terme. Là, il va y avoir tel move qui vont être faits. On va organiser ça de telle façon. Puis dans 6 mois, 1 an, 2 ans, là, on va être correct. Je te ramène ici. Et là, tu démontres le plan de sortie de ça. Légalement, je n'ai pas le choix de démontrer le plan de sortie. Wow. Je voudrais pas travailler juste pour avoir une commission puis planter quelqu'un chez un prêteur privé. Puis le prêteur privé qui accepte un dossier comme ça sans avoir de plan de sortie pour son client, c'est un prêteur privé chez qui on ne devrait pas aller. Okay. C'est comme l'AMF, c'est comme l'Office des professions. Tu as un code de déontologie, tu as des obligations de conseil. Tu peux pas diriger tes clients vers... Puis souvent, tu dois être confronté, comme moi, à des situations où tu conseilles ton client, mais tu sais très bien qu'il ne suivra pas puis qu'il s'en va ailleurs. C'est le genre de choses qui est fréquent dans ton domaine aussi? Ou? Bien, je pense que c'est fréquent comme dans tous les domaines. C'est pas parce qu'on conseille quelqu'un que les gens nous écoutent. Mais l'important, c'est de prodiguer ce conseil-là, puis d'essayer de l'accompagner avec le plus de bienveillance possible, puis de connaissances pour lui donner tous les outils possibles pour que ça se passe bien dans son cas. Mais oui, ça arrive des gens que je restructure, qu'on finit par bien s'en sortir, que je revois 5 ans plus tard dans le même C'est ça que j'allais un petit peu. En fait, je me dis, j'ai vu une statistique dernièrement passée, puis je suis pas exactement sûr, mais chaque Canadien ont en moyenne 60 000 de dettes en ce moment. Et avec le contexte économique actuel, je me dis, il y a des gens pour lesquels tu dois vraiment... ta profession doit changer leur vie. Du jour au lendemain. Oui, non, il y a des gens qui pleurent, là. Puis je comprends. Oui, non, puis j'en ai des frissons à en parler, là. Il y a des gens qui arrivent à nos bureaux complètement démunis, qui sont complètement désemparés. Il ne faut pas avoir de jugement sur les gens qui l'ont échappé financièrement. Il y a un paquet de raisons. Il y a des maladies, il y a des changements d'emploi. Il y a un paquet d'affaires qui peut nous mener là. Quelqu'un qui n'est pas à ses affaires puis qui gère ses affaires tout croche puis qui regarde rien, c'est une infime partie des gens qui ont des problèmes financiers. C'est vrai que c'est facile à échapper. C'est facile à juger jusqu'à temps que ça nous arrive. Fait que ces gens-là ont besoin d'aide, puis tu sais, t'es dans une période de ta vie où tu es complètement vulnérable, tu es complètement à terre, tu es un peu à la merci de tout le monde. Puis il faut vraiment faire attention à qui on va voir dans ces moments-là. Ces gens-là qui arrivent, qui sont sur le bord de l'échappée, c'est souvent des gens qui ont un bon revenu, qui gagnent de l'argent, qui ont pas fait de budget, qui roulent au bout, puis là, il arrive quelque chose, puis là, ils s'en fâchent. Puis là, ils se rendent compte que là, ça n'a plus de bon sens. T'sais, mettons, si tu as 10 000 $ de paiement de carte de crédit minimum par mois,
Là, tu fais juste payer tes paiements minimums, puis là, tu jongles avec tout ça. Tu n'as pas encore tout échappé. Tu n'as pas encore eu 1 million de paiements en retard. Ton dossier de crédit n'est pas complètement scrappé. Tu n'as pas eu des appels encore pour te dire que tu es en défaut de paiement. Mais avant que ça arrive, on est capable de voir si tu as de l'équité sur ta maison pour juste refinancer, peut-être avec une banque B, peut-être avec un prêteur privé pour 6 mois, le temps qu'on rebâtisse ton crédit, qu'on nettoie ton bureau, puis qu'on retourne dans une banque A. D'être capable de juste enlever ça, de mettre ça sur ton hypothèque. Imagine quelqu'un qui a, on va dire un chiffre pour dire quelque chose, qui a 100 000 $ de carte de crédit. Le paiement minimum là-dessus est astronomique. Si je réussis à faire disparaître ça, l'absorber dans la maison, on remet ça sur un amortissement de 30 ans, le paiement est à peine plus cher que son hypothèque qu'il y avait avant. Par contre, il y a toutes ces dettes-là qu'il n'y a plus de paiement minimum à faire là-dessus. Là. Imagine l'allègement que ça fait chez des gens. C'est complètement fou. Là, tu viens de leur donner une boîte de sauvetage qui peuvent prendre un respect puis repartir à zéro à ce moment-là. Tu as parlé beaucoup de banque A, banque B. Moi, personnellement, j'ai une petite idée. C'est pas clair, tout ça. Hein? Non, exact. Je serais curieux de tant qu'on en parle en gros là, sur l'ordre des banques. Là. Tu sais, dans le top, tu as les banques A. Tu as les Desjardins, TD, BIN, CIBC, toutes les grandes banques à charte. Après ça, on rentre tous les prêteurs virtuels. Dans A encore? Souvent, les gens... Non, dans le même... des prêteurs A, là, des prêteurs des banques traditionnelles. Souvent, les banques vont mélanger banque virtuelle puis banque alternative. Pas du tout la même chose. Tu sais, celui qu'on connaît le plus, c'est Manuvie, qui est un prêteur virtuel, qui a un penchant dans le placement dans l'assurance aussi. Il y a MCAP, First National, toute cette gang-là sont dans le souvent plus regroupement des flexibles au niveau des prêts aussi. Hein? Les banques virtuelles? Oui. Sont souvent plus flexibles au niveau des taux, au niveau des conditions, sont souvent plus serrées. C'est une structure qui est complètement différente. Puis pour ceux là, qui ont des interrogations sur les banques virtuelles, c'est régi par les mêmes lois, c'est régi par la même affaire. Il n'y a aucune crainte à avoir là-dedans. Il ne peut rien se passer de plus ou de moins qu'avec Desjardins. OK. C'est pas quelqu'un de douche qui fait ça dans son sous-sol. Non, c'est ça, c'est régi par les mêmes affaires. Il n'y a pas de banques qui viennent d'ailleurs, il n'y a pas de banque américaine. C'est toutes des banques canadiennes, ils n'ont pas le choix. C'est toutes des banques qui agissent dans les prêteurs A traditionnels là, avec les meilleurs taux d'intérêt puis ils se compétitionnent entre eux autres. Après ça, tu as les banques alternatives. Ça, là, c'est B. Ça, c'est les banques B. OK. Là, c'est ABC, c'est 3 tiers. Puis ces banques-là vont être là si on a besoin d'avoir des programmes qui sont un petit peu plus créatifs au niveau des données de financement, des qualifications des emprunteurs, des gens qui sont maganés au niveau du crédit, qui passent peut-être pas nécessairement dans des banques A ou qui ont des ratios qui sont un petit peu hors normes. Puis après ça, ceux qui ne vont pas passer là-dedans parce qu'ils l'ont échappé solide, mais là, tu as les banques, tu as les prêteurs privés. Ça, c'est C. Ça, c'est C. Fait que ces gens-là sont là souvent pour sauver la donne, sont là pour apporter des solutions temporaires. Quand on parle de prêteurs privés, il faut garder en tête le temporaire. C'est pour ça qu'il faut avoir la porte de sortie. Puis, c'est qui me regarde là? Les prêteurs privés, faites attention d'avoir un courtier qui vous accompagne là-dedans. C'est pas tous des gens qui sont bienveillants, qui sont là pour vous accompagner. Ça prend quelqu'un qui est capable de voir votre porte de sortie puis qui est là pour vous aider, pas pour ramasser votre maison. C'est super important. Tous les courtiers qui sont sous une bannière, la bannière a fait leur due diligence sur les prêteurs privés avec qui on travaille. C'est des gens qui sont qualifiés, c'est des gens qui sont professionnels. C'est un penchant du financement qui peut être dangereux chez certaines personnes quand on ne fait pas attention. Mais le prêteur privé peut être là. On parlait tantôt de gens de qui je ne peux pas aider, je ne peux rien faire. Même le prêteur privé ne va pas prendre une hypothèque pour sauver ça, ça ne marche pas. Les prêteurs privés font partie de ton éventail de services que tu es capable de proposer à tes clients. En dernier lieu, c'est comme le joker qu'on va sortir pour un peu sauver la donne. T'sais, si toi, tu reçois un avis de 60 jours parce que ça fait 2-3 mois que tu n'as pas payé ta maison,
puis que là, tu vas te faire saisir ta maison, mais là, tu vas perdre ton équité, tu vas tout perdre. Tu as peut-être de l'argent dans ta maison. Là. Bien, on est capable de faire entrer un privé pour payer la banque, puis lui, il est là juste le temps qu'on vende la maison. Fait que lui, il va contrôler la vente de la maison. Fait que là, avec le prêteur privé, vous allez prendre le temps de mettre la maison sur le marché, de gérer la vente, puis à la vente, le prêteur privé va être payé, puis tu vas avoir réussi à sauver ton équité. OK. C'est plein de petits... de petites cartes comme ça qui sont importantes, que tu n'as pas accès quand tu es directement avec ta banque, parce que tu as ta banque. Ça te prend un accompagnement qui est plus large. Mettons que, là, je sors du coq à l'âne, là, mais tu sais, quand on achète une maison et qu'on a une offre qui est conditionnelle. Mettons que tu as une maison, puis là, tu en achètes une autre, puis ta maison n'est pas tout à fait vendue, mais tu en as trouvé une que tu aimes vraiment, fait que tu vas déposer une offre qui est conditionnelle à la vente de ta première maison. Puis là, toutes les conditions sont levées, tout ça, tu te vois déjà déménager dedans, tu es super heureux, ta blonde a pleuré, tout le monde est content, c'est super excitant. Là, tu as toujours une clause de 72 heures sur ces conditions-là. C'est-à-dire que n'importe qui peut arriver, qui aime la maison, il dépose une offre, il lève ses conditions. À partir du moment où il a levé ses conditions, tu as 72 heures pour régler toutes tes conditions puis closer ta vente. Sinon, tu la perds et elle s'en va à l'autre personne. Puis, comme par hasard, tout le monde s'arrange pour que ce 72 heures-là tombe le vendredi à 4 heures. Hein? Les gens ne sont pas niaiseux. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Tu perds ta maison. À moins que tu me connaisses ou que tu connaisses quelqu'un comme moi qui est capable d'impliquer un prêteur privé pour un certain frais. Lui peut te donner une lettre de financement finale. C'est-à-dire que c'est la lettre de financement que tu vas donner à ton courtier immobilier qui va clore ta vente, donc qui va faire que l'autre personne qui t'a clenché en 72 heures ne gagnera pas ta propriété. Puis, ça va te laisser le temps de terminer la vente de ta maison pour après ça faire ça. Il ne va jamais financer ta maison, il sait déjà, ce prêteur-là. Mais lui, il va prendre le risque de se commettre à te dire, si jamais ça tombe, je vais te prêter l'argent. Puis, en dedans de 24 heures, on est capable d'obtenir cette lettre-là pour sauver la mise de ta transaction. Je trouve que... Oui, c'est complètement légal. Okay. Je trouve que ce que tu viens de dire là, c'est la réponse. On est tous sur un peu Facebook. Dans mon cas, c'est un passe-temps quand je suis à la toilette, là, mais tout le monde le sait, c'est pas un secret. Mais beaucoup sur Facebook, on voit pourquoi prendre un courtier hypothécaire, pourquoi prendre un courtier immobilier. Je pense qu'en une phrase de 5 minutes, mais dans une phrase, je pense que tu as répondu à cette question-là une fois pour toutes. Quelqu'un qui a un enjeu comme ça, perdre sa maison en 72 heures, un week-end, être bien accompagné par un courtier hypothécaire et un courtier immobilier, ça sauve le rêve de la blonde qui pleure déjà, là. Bien, puis la tienne aussi, là, quand tu as une offre acceptée, puis que là, tu as réalisé ta condition de financement, ta condition d'inspection, puis que là, ta maison, ça s'en vient, ça va bien, tu as des visites. Et tu t'es déjà vu, tu es en train de déménager là-bas, tu as déjà planifié tes rénovations, tu es excité, là, c'est perdre sa maison rendu à ce point-là du processus d'achat, c'est un deuil, là, c'est rough. Ah, définitivement. C'est pas souhaitable pour personne. Ben c'est ça la différence entre travailler avec quelqu'un qui va défendre tes intérêts puis travailler tout seul. Je vais te donner un autre point qui est encore un plus gros clou. En fait, c'est le seul clou qui devrait... C'est gratis! Ça coûte rien! Dans ton cas, oui. Ça coûte à rien. Ben dans mon cas, tous ceux qui font mon travail dans le résidentiel, ça coûte rien. C'est la banque qui nous paye. On n'a pas le droit de vous charger des honoraires en plus de la banque. Là, je pense que tu viens de dire quelque chose de le fun dans le résidentiel. Toi, je pense que tu fais pas de commercial. Je fais pas de commercial. Parce que c'est différent. Mon permis me le permet, mais chacun a sa spécialité, chacun a sa petite niche. C'est une niche qui est compliquée. C'est des dossiers qui sont très, très longs. C'est un autre game complètement. C'est pas une game qui m'appelait. Puis, c'est ça. Je pense que c'est pas une bonne idée de s'éparpiller partout. Puis Non, puis dans mon cas, tu as fait une passe à quelqu'un que tu connaissais, puis j'ai été super bien servi. Fait que quand même des ressources. Là, c'est toi qui amène quelque chose d'important à sa table. Quand tu fais affaire avec un professionnel à qui tu fais confiance, souvent, ces gens-là viennent jamais tout seuls. Hein. Ces gens-là connaissent des gens, ces gens-là s'associent avec des semblables,
qui sont probablement aussi bons, qui ont probablement autant d'outils dans leur poche que toi. Fait que s'il arrive un problème qu'ils ne sont pas capables de surmonter, ils ont probablement une carte d'affaires à te pitcher sur la table, dis, regarde, là, appelle-lui si tu as ce problème-là, ça va se régler comme ça. Ouais. Puis je pense que c'est une belle preuve de maturité professionnelle d'être capable de dire je suis pas la bonne personne pour toi, mais tu es mon client, je vais t'aider, voici une personne, j'ai quelqu'un qui va t'aider. Oui. T'as l'air pas mal plus brillant de faire ça que de commencer à jongler avec quelque chose que tu sais pas. Ouais, effectivement. Rien de pire que de se lancer dans un projet qu'on peut pas faire. Exact. Maintenant, on arrive à une partie du podcast qu'on offre à tous nos invités. Essentiellement, c'est la boîte à outils. Donc, c'est l'occasion que tu as de montrer un petit peu. Tu l'as montré depuis un bon moment déjà, là, mais je me dis, c'est quelque chose que tu peux offrir à nos auditeurs. Qu'est-ce que tu peux leur amener? Je vais te poser une question, moi, de mon côté. Et là, pour ça, je te laisse Tu te laisses glisser là-dessus. Exact. Alright. Comment est-ce que. Parce que, tu sais, à l'époque où il y en a qui sont extrêmement populaires sur les réseaux, il y en a un petit peu partout. Comment est-ce que tu choisis ton courtier hypothécaire? Idéalement, t'écoutes un cool podcast puis t'appelles le gars qui a l'air brillant. Ouais, mais j'ai pas besoin d'avoir d'appel pour le moi, t'es pitché, de toute manière. Souvent, demander une référence à quelqu'un, demander autour de vous autres s'ils ont travaillé avec quelqu'un de confiance et qu'ils ont aimé l'expérience. Sinon, appelez-moi, c'est sûr, très bon choix. mais faut travailler avec quelqu'un qui comprend nos enjeux. Assurez-vous que quand vous appelez quelqu'un qui est à l'écoute, qui a le temps de répondre à vos questions, qui ne semble pas impatient, qui semble être capable de vous conseiller et de comprendre votre réalité. Quelqu'un qui ne fait pas ça nécessairement au volume, mais plus c'est vraiment qui va s'occuper de chaque cas individuellement. Oui, il y a des gens qui font des gros volumes et qui sont capables d'accompagner tout le monde. Je pense que c'est une question d'éthique de travail. Comme je disais tantôt, les courtiers sont tous un peu indépendants. C'est pas parce qu'ils travaillent chez Planiprêt ou une boîte concurrente qui vont être des meilleurs courtiers que d'autres. Chacun est pas mal responsable de son sort puis de l'éthique avec laquelle il travaille. C'est de t'assurer que la personne est capable de te prendre en charge. Puis de ce que je vois, quelqu'un qui est capable de s'arrêter puis de vraiment t'écouter, puis qui est capable de cerner tes besoins, qui te donne l'impression qu'il comprend ta réalité puis qu'il comprend ce que tu veux. C'est un excellent choix. Si vous sentez que quelqu'un essaie de vous pousser vers un taux, vers un produit, vers une banque, puis qui insiste pour aller à gauche, à droite, c'est un premier signe que la personne n'est pas en train de t'écouter puis écouter tes besoins, qui est plus en train d'écouter les siens. Méfiez-vous peut-être un peu de ça. Est-ce que deux personnes qui ont le même revenu peuvent avoir un financement complètement séparé, complètement différent? Ben, le revenu, c'est un peu comme le taux d'intérêt. Ça dépend de comment il se présente ton revenu, comment il se qualifie. Ça dépend de ce que tu veux faire. Ouais. Puis dans certains cas, puis là, je parle du mien, le revenu d'une personne peut être même pas utilisé pour se qualifier dans un prêt. Admettons là, qu'il y a un gars qui sort avec une fille qui sort avec un gars, qui a une vie là, super rangée, Ouais, là, pas de dette. Ça devient genré, là, j'aime pas ça. Ou un gars, une fille, les deux en même temps, c'est pas grave. Il y en a une des deux parties là, qui est super droit, gros revenu, carrière super planifiée d'avance. Puis t'as l'autre à côté, je vais mettre typique pour être drôle, là, qui sort de prison, qui a 6 enfants en arrière avec 4 mères différentes. Ça, c'est plus mon cas. C'est toi qui décides de mettre le chapeau. C'est certain que si tu vas à la banque puis que tu déposes toutes tes affaires, la banque risque de te dire non, ça serait pas possible pour vous autres d'acheter une maison, de faire ci, de faire ça ou d'avoir une carte de crédit. Par contre, si tu arrives sur mon bureau, ben ça se peut que je te dise bon, ben là, vous pouvez vous faire un contrat entre vous deux, mais il va falloir retirer madame ou monsieur du dossier, puis on pourrait le faire juste avec ton revenu, tout se passerait bien. Mais l'autre personne va faire couler tout ce qu'on essaie de faire si on la laisse là-dessus. Ah ouais, fait qu'un des nœuds peut rien amener, en fait, même nuire. Ben, même nuire. Si
sais, même si la personne qui nuit a un gros revenu, mais qu'elle a énormément de dettes, un bureau de crédit qui est super magané, qu'elle a des archives publiques en collection, qu'elle a une faillite antérieure, ben cette personne-là, elle peut faire couler le dossier complètement, là. Ça m'amène à te demander, puis je sais on dérive, c'est fou, là, c'est le podcast qu'on est le plus dérivé, je pense, mais Sur 5. oui, je sais pas. Mais je me dis, est-ce que tu as des dossiers où ce que tu dis, mettons, c'est limite? Pas souvent. Souvent. C'est limite style par rapport à ton ordre ou plus par rapport à eux autres si ça passe? Ah, limite par rapport, non, j'ai un devoir légal envers l'AMF puis envers les banques avec qui je travaille, de faire mon due diligence puis de m'assurer que les clients avec qui je transige, c'est bien mes clients, puis que les documents que j'ai sont des documents véridiques et non frauduleux. Ça, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de zone grise là-dedans. Si j'ai le moindre soupçon, je dois lever le flag, avertir ma firme, avertir les banques chez qui on transige, si le dossier est déjà commencé, ou from the get-go, refuser le client. OK, OK. Ça, il n'y a pas de zone grise là-dedans. Ceux qui décident de s'aventurer là sont à risque de perdre leur permis puis d'avoir des poursuites, voire faire de la prison. Là. C'est sérieux. Là. C'est une fraude bancaire. C'est sérieux. On parle de zone grise, puis tu sais, on connaît tous des planificateurs financiers, puis tout ça. Puis je vois beaucoup, sur mon peu de temps sur les réseaux sociaux, des conseils qui sont peut-être fondés ou peut-être probablement pas, là, c'est quand même Facebook. Mais j'ai entendu dire, si tu as l'option de prendre une carte de crédit, prends-la au max. Est-ce que tu es le genre de personne qui est capable de te conseiller à cet effet-là, aider les gens qui ont un plan de match d'acheter disons, une maison dans 2, 3, 4 ans, quoique c'est le genre de choses qui se décident généralement dans quelques mois, là. Est-ce que tu es la bonne personne pour dire à quelqu'un, tu vas acheter une maison dans 2 ans, en attendant, fais ça, fais ça, fais ça, ça va t'aider? Oui. J'ai des gens de qui je parle depuis 3 ans qui n'ont pas acheté encore, qu'on est en train de setter. Là. Si je vois un dossier puis que j'ai un refus puis que c'est absolument pas possible, ben c'est pas un non, on raccroche l'appel. Là. C'est un bon. Là, ça fonctionne pas, vous voulez aller ici. Là, ce qu'on va faire pour vous amener là, ça va être telle étape. Fait que là, faites ça, on se rappelle à telle date. 3 mois plus tard, on se rappelle. 1 an plus tard, on se rappelle. OK, on est là, cool. Tout ça, ça a marché. Là, on va faire telle affaire. Tu vas mettre tel argent de côté. On va travailler de telle façon sur ton bureau de crédit pour arriver au résultat que vous voulez à la fin. Là. Absolument. Je me rends compte qu'à tous mes clients, je dis que c'est moi le premier hamster dans la roue de tout le projet. Je me rends compte que c'est pas vrai. C'est toi le premier hamster à faire tourner la roue, là. Oui, mais des fois, ça peut être toi le premier hamster. Si tu rentres dans un dossier Tu me fais plaisir. où ils veulent avoir un petit plan pour ajouter une terrasse, puis tu découvres un paquet d'affaires de conformité, puis finalement, il faut qu'ils rénovent au complet la maison. Là, ils vont vraiment avoir besoin T'as fait de toi, spinner la roue, mais c'est ça, il va falloir la financer. Il va falloir que j'arrive pas longtemps après. Là. Mais juste pour revenir, tu as posé une question, on est passé à d'autres choses. Les cartes de crédit puis les limites. Dans le financement d'une maison, c'est pas la limite de votre carte, c'est l'utilisation que vous faites dessus qu'on calcule. Tu as une carte à 10 000 de limite disponible, mais que tu l'utilises à 200 ce que je vais mettre à ton passif, c'est le crédit qui t'est octroyé de 200 là-dessus. OK. Fait que vous ayez 200 000 de carte de crédit disponible. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais juste me reprendre. Mettons que j'ai une carte de crédit à 300$ de limite, puis je l'utilise à 200, puis j'ai une carte de crédit à 10 000, puis je l'utilise à 200. C'est la même chose, non? Oui, tu as utilisé 200, c'est ça qui est... Oui, puis non, je vais arriver là en deuxième cas. Mais ce que je vais calculer pour les ratios d'endettement, pour te qualifier une hypothèque, c'est pas ta limite de crédit, c'est ce que tu as dépensé dessus. OK. J'ai beaucoup de questions, mais ça va être une boîte à outils au pluriel. Là. C'est ça. Là, ça, soit dit en passant, fait que si vous avez beaucoup de limites qui sont inutilisées, paniquez pas. Ça, c'est là, c'est pas utilisé. On s'en fout, c'est ce qui est dépensé qu'on regarde. Là, la question que tu m'as posée, Eric, je pense que c'était plus en lien avec le bureau de crédit
Puis avec les gens, est-ce qu'on devrait accepter que notre carte de crédit augmente la limite ou juste dire non, 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 j'en ai pas besoin, je dépenserai jamais autant, vous essayez juste de me faire dépenser dans des limites? Ça méritait une gorgée. C'était. C'est. Oui, acceptez-la à la limite. Acceptez-la, à moins que vous soyez le genre de personne qui va la dépenser, la limite, là faites pas ça. Mais si vous dépensez 200 $ sur une carte qui a 500 $, puis si vous dépensez 200 $ sur une carte qui a 10 000, pour le bureau de crédit, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Si on dépasse 30 % d'utilisation d'une limite de crédit, vous commencez à perdre des points. OK. Fait que vous êtes mieux d'avoir... Si vous roulez, il y en a beaucoup, puis c'est brillant là, de rouler avec les cartes de crédit pour toutes nos dépenses communes. C'est ce que... Un, on ne paye pas les transactions. Deux, souvent, on accumule des points. Fait que c'est brillant. On a juste à payer le solde à la fin du mois. Tout va bien. Si vous avez une carte de 5 000, que vous dépensez 4 500 à tous les mois, il n'y a jamais de solde. Il est payé à tous les mois. Là. Vous ne payez jamais une cent d'intérêt. Vous êtes toujours à la limite de votre carte de crédit. Fait que ça va vous enlever des points. OK. Même sur votre bureau de crédit. Avant le relevé, puis... Le bureau de crédit, c'est votre propension à faire une faillite. Ça va être votre propension à être à la recherche d'argent. Si ce qui s'émane, c'est que vous recherchez le crédit partout ou que toutes vos lignes de crédit sont pleines ou que vous avez une utilisation qui est haute sur vos limites, ben c'est que vous avez besoin, vous êtes à la recherche d'argent. C'est ce qui émane du dossier. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais c'est ce qui émane sur les papiers. Fait que si vous avez une carte à 5 000 que vous l'utilisez comme ça peut être mauvais pour vous autres. Tandis que si la carte est à 25 000, vous utilisez 4 000, vous faites la même chose, là. Mais aux yeux des banques, aux yeux du bureau de crédit, là, la cote de crédit, elle va monter. Les gens que je vois là, qui ont des cotes de crédit à 880, 890, j'en ai vu une à 900, une fois. C'est le maximum. C'est le maximum. J'avais jamais vu ça. C'est fun fact. Je savais même pas que ça se pouvait. Moi, je savais même pas que c'était 900. Moi, je pensais que c'était sur 1000. C'est comme... Ça joue entre, 900. je pense que le chiffre officiel, c'est entre 400 et 900. Mais la plupart des gens vont se situer entre 6 et 900. En bas de 600, ça commence à aller mal. Fait que c'est ça. Oui, allez-y, augmentez votre limite de crédit. Puis quand... ah oui, c'est ça que j'allais dire. Quand votre limite de crédit est super haute, tous ces dossiers-là, là, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup de crédits disponibles puis qui n'utilisent presque rien. Puis puisqu'on parle d'entrepreneuriat, puis est-ce que c'est la même chose pour une business que pour une personne particulière ou privée? Ça dépend. C'est ce qui apparaît au bureau de crédit. Donc, la business, j'ai Si jamais vous regardé, avez en fait. une La business, Inc. Votre Inc est toute neuve, là, elle brille encore à son petit cuir neuf. Vous allez à la banque, vous demandez une marge de crédit, une carte de crédit. Si vous avez un bon nom, que tout va bien, ils risquent de vous l'octroyer. Vous risquez de la co-signer au personnel. Oui. Cette carte-là fait partie de votre bureau de crédit et vous l'avez co-signée au personnel. Il y a peut-être des banques qui vont prendre ça comme garant plutôt que... Gardez comme règle de tête là, que ça va apparaître à votre bureau de crédit personnel si vous l'avez co-signé. Fait que si votre maison plante, votre compagnie plante puis que ça va pas bien, celle-là, essayez de la vider. Prenez une autre carte de crédit ou d'autres crédits que vous avez sur votre business pour vider celle-là. Puis pas endommager votre bureau de crédit personnel. C'est intéressant. Ça aussi, c'est un autre épisode. Je pense qu'on va te revoir, Martin, je pense. Anytime. Dernière petite chose, la minute que vous avez une question, ça prend 2 secondes, ça me fait toujours plaisir. Lâchez-moi un coup de fil. Je pense qu'il n'y a personne dans mon industrie qui travaille aux heures. On travaille en général. Moi, te parler 5 minutes pour être capable de te donner un conseil ou de répondre à une interrogation qui peut-être ça fait 2 jours qui te stresse, ça ne me coûte rien, ça t'aide, tout le monde est content. Puis si tout le monde est content, ça fait plus de gens qui nous aiment et qui nous réfèrent. Puis parlant de... C'est un peu là que j'allais. C'est bon, bloque-toi un peu. Comment est-ce qu'on te rejoint? Ici, là ou là, il va y avoir mon numéro de téléphone ou mon courriel. Vous allez pouvoir me rejoindre. Tu viens d'y rajouter du montage. S'ils font du montage que là. On va mettre le lien en commentaire. Martin Dost, D-H-U-S-T, courtier hypothécaire sous Planiprêt, mdost, à commercialplaniprêt.com, 514-550-5502. Envoyez-moi un courriel, textez-moi, lâchez-moi un coup de fil, trouvez-moi sur Facebook. Ça va me faire plaisir, gang.
Martin, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Cheers! Cheers! Cette gestion-là de passif qui est importante. Tu sais, si tu viens me voir Ça mérite une gorgée. pour renouveler,